On va être, je le disais, très pédagogique. Les CPS, c'est quoi? Vous allez nous montrer un certain nombre de slides, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et une des premières slides qui va être la plus intéressante, à mon avis, avec mes yeux de néophyte, c'est celle sur l'analogie avec le corps humain. Je vous laisse la parole pour ce propos préliminaire. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. J'ai une écharpe, mais j'ai des lunettes. Ceux qui m'ont vu déjà sans lunettes, j'espère qu'ils vont me reconnaître. Et donc, les CPS. Comme ça a été dit ce matin, les CPS, c'est une évolution des systèmes embarqués. Donc, l'évolution principale, c'est que c'est des systèmes autonomes qui sont capables d'analyser finement leur propre environnement et optimiser leur comportement en fonction de cette analyse. Je vous interromps un petit instant pour que juste on lance le chronomètre. Je m'adresse ou à Valentin, à Sandrine, voilà, qu'on ait une petite notion du temps. Merci. Et je vous laisse la parole pour cette parenthèse logistique. Pardon. Donc, un système cyberphysique, donc il combine un certain nombre de fonctions, à la fois logicielles et matérielles, qui lui permet donc, qui permet à un véhicule, comme un avion, une voiture ou un dispositif médical, d'analyser son propre environnement et d'optimiser son fonctionnement, comme le ferait l'être humain avec son cerveau, ses sens et ses membres. Donc, il faut voir que l'évolution la plus importante, c'est cette notion d'autonomie et ce lien entre le numérique et le physique qui amène plusieurs contraintes nouvelles. Et donc, ce qu'il faut voir, on a identifié donc 5 technologies clés pour maîtriser les CPS qui sont premièrement, le calcul spécifique au CPS qui est déterministe et temps réel. Et puis, les CPS, ça permet de faire le lien entre le monde numérique et le monde physique. Ce lien se fait par la communication, donc on a parlé de 5G, mais aussi par les capteurs. Et dans ce cas, en fait, les capteurs doivent intégrer ce lien entre le physique et l'environnement, le numérique et l'environnement, y compris l'environnement humain, et c'est symbolisé par cette poignée de main, vous savez, et il faut bien ajuster la force qu'on met dans une poignée de main. Un robot peut appuyer un peu fort ou se comporter comme un bout de bois, quoi. Et donc, finalement, ça a été dit ce matin, c'est-à-dire les outils sont importants et là, on construit sur S3P pour faire évoluer les outils dans le sens CPS pour prendre en compte les nouveaux paradigmes comme l'intelligence artificielle et ce lien physique numérique avec les aspects temps réel et déterministes. Ça, c'est pour la définition du CPS. Donc, c'est vraiment voilà, ce lien, vous le dites, entre le numérique et le monde réel et physique, et avec tous ces ajouts, vous le disiez donc à l'instant, de l'intelligence artificielle notamment, et on tend vers ça, voilà, et on tend vers cette rencontre entre deux mondes qu'on pouvait penser parallèles, et là, on est dans du très concret, ces deux mondes se rapprochent et de plus en plus. Absolument. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est ce lien entre le monde numérique et le monde physique et comment le système peut observer son environnement et optimiser son fonctionnement pour s'adapter à cet environnement-là. Et ça, donc, c'est la slide qui va suivre. Ça concerne, on va dire, la plupart des grands secteurs, des grands acteurs de l'économie. Voilà. Donc, c'était dit ce matin aussi, le secteur emblématique, c'est le véhicule autonome. Tout le monde pense à ça. Mais en fait, les autres secteurs, l'énergie, l'aéronautique, le ferroviaire, la santé, sont tous concernés par les systèmes cyberphysiques. Et si on regarde à l'échelle de la France, quand même, c'est une pyramide impressionnante parce que si on regarde au niveau des CPS, rien qu'en France, c'est un marché qui concerne de l'ordre de 80 milliards de dollars.
d'euros, pardon. Et donc, au niveau de l'industrie de l'électronique, c'est de l'ordre de 100 milliards, mais si on voit au niveau de toute l'économie, c'est quasiment la moitié de l'économie française qui sera concernée par ces CPS. On a des grands acteurs de l'économie française qui sont là. Je donne la parole une première fois à Jean-Baptiste Burtier qui représente le groupe Valeo. Vraiment, donc les CPS sont au cœur. On parlait donc avec Ahmed il y a quelques instants. Vous pouvez, Ahmed, rester à votre pupitre parce qu'on a encore quelques slides à voir ensemble. Au cœur donc du développement du véhicule autonome, on sait que le groupe Valeo est un des groupes pionniers en ce domaine. Les CPS, tels qu'on vient d'en parler, sont au cœur de ce projet et du développement de ces projets de véhicules autonomes. Oui, tout à fait. Merci. Et je pense que je vais faire la transition avec ce que disait Ahmed, pas forcément avec le support des slides. Je crois ici, le fait d'avoir montré les secteurs applicatifs qui sont concernés, le véritable enjeu des CPS, c'est véritablement la compétitivité de l'économie française et européenne, et c'est de disposer des technologies qui vont nous permettre de réussir la transition vers les grandes transitions auxquelles nos secteurs sont confrontés. Le véhicule, bien sûr, c'est toute la transition vers l'électrification, le véhicule autonome et connecté. Je pense que mes collègues on stage vont vous donner aussi les éléments clés de leur secteur. Mais dans le secteur de l'énergie, c'est la transition vers les smart grids, le ferroviaire avec le train du futur, le train intelligent et connecté. Et on a aussi, bien sûr, le secteur de l'aéronautique qui est concerné. Et je crois véritablement, sur le sujet des CPS, c'est ça qui est vraiment en jeu en ce moment. Et on est dans une concurrence internationale qui, clairement, s'est déjà positionnée sur ce sujet des CPS. En France, la prise en compte, la prise de conscience aussi de l'importance des CPS, je dirais, a un peu tardé par rapport à d'autres États européens. Je pense notamment à l'Allemagne, qui avait pris beaucoup d'avance sur le sujet des CPS, notamment dans l'industrie 4.0. Et de même aux États-Unis, le sujet des CPS a émergé beaucoup plus tôt. Donc chez nous, en France, aujourd'hui, effectivement, il y a une volonté qui était affirmée par Bruno Le Maire. Ici, les industriels privés lui ont remis une feuille de route sur le sujet des CPS. De même, en Europe, les CPS ont été identifiés comme une technologie clé. Et c'est véritablement ça l'enjeu, c'est d'être capable de maîtriser ces technologies pour affronter les grands défis auxquels nous sont confrontés nos secteurs. Ça suppose effectivement un effort d'innovation que l'on ne va pas pouvoir faire seul. Bien sûr, ici, nous sommes des grands acteurs de l'innovation en France, en Europe. J'aime bien titiller Ahmed en lui disant que Valeo caracole en tête sur le dépôt des brevets devant le CEA. Mais au-delà de la boutade, voilà, nous sommes des grands acteurs de la recherche, mais tout ça ne se fait pas tout seul. Et il faut effectivement structurer l'écosystème aujourd'hui et accompagner cette structuration de l'écosystème. Et on considère que la mise en place de grands projets structurants autour des CPS est la première étape nécessaire à cette structuration d'écosystème qui doit se faire à l'échelon français et européen, bien évidemment. Parce que je mentionnais la force de l'Allemagne sur l'industrie 4.0, où la thématique CPS a émergé en amont et a permis en Allemagne d'avoir des développements qui ont accompagné cette industrie 4.0. Aujourd'hui, effectivement, il y a un momentum sur les CPS et je pense qu'en Europe, les acteurs de référence qui émergent et qui ont besoin de se connecter et de permettre aux acteurs français, dans cette structuration française, d'aller vers une structuration européenne, notamment par à la fois les outils classiques de financement de la recherche sur l'électronique au sens large et sur les CPS. Je pense notamment à l'outil de financement Excel qui aujourd'hui permet et qui a fait émerger cette thématique des CPS et qui permet aux acteurs français de créer des opportunités de recherche collaborative avec leurs partenaires européens est tout à fait nécessaire pour des grands acteurs comme nous, présents sur la table, autour de la table ici, mais aussi d'emmener l'écosystème français vers ces thématiques-là et une recherche européenne et les amener vers des marchés européens. Et notamment, il y a un tissu énorme de PME et de TI françaises qui sont innovantes sur le sujet des CPS et elles ont besoin de pouvoir se connecter aux grands acteurs de recherche, le CEA, mais d'autres. Je pense que le Fraunhofer en Allemagne est aussi un acteur de référence et les collaborations avec eux sont nécessaires. Il faut avoir cette dimension européenne sur le sujet des CPS et c'est véritablement ça
Aujourd'hui, je pense, le point clé en France, c'est d'arriver à structurer cet écosystème et à le faire converger vers des recherches européennes. Vous parliez du financement par Excel. On en est où? Le projet a été déposé. On est à quelle étape, là, en fait là? Alors effectivement, il y a un projet structurant qui a été construit avec Valeo. Valeo est le chef de file français et européen, et avec des grands donneurs d'ordre qui sont ici avec moi, Thales, RTE et le CA comme RTO de référence. Il y a un ensemble de PME françaises qui se sont joints au projet. Le projet aujourd'hui a été déposé, il est en phase d'expertise complémentaire au niveau Excel. Donc, pas forcément rentrer dans les détails de tout le projet, mais l'idée véritablement derrière ce projet, c'est à la fois de structurer l'écosystème, donc d'emmener ces PME vers des marchés européens. Je rappelle quand même sur une vingtaine de partenaires, on a 12-13 PME qui sont aujourd'hui dans le projet, avec des grands acteurs allemands qui s'étaient positionnés aussi. On a des PME, par exemple, du 4.0 français qui ont aujourd'hui établi des ponts et des relations avec des acteurs de référence allemands. Donc il y a cette dimension de PME et d'entraîner les PME qui est importante. Et puis il y a l'idée aussi que tous ces secteurs, finalement, sont confrontés à des grandes transformations et ont des enjeux clés, et aussi techniquement et en termes de pré-intégration, il y a des développements communs ou du moins des approches communes qui peuvent émerger. Et c'est cet enjeu aussi qui a été porté par ce projet CPS. Et je dirais ça fait partie des quelques projets aujourd'hui qui avaient cette ambition au niveau européen. Et on considère vraiment que c'est aussi ce qui fait la force des acteurs français, d'avoir fait émerger cette vision de pré-intégration commune entre les différents secteurs. Et je pense que c'est un peu la tendance aujourd'hui qui émerge aussi dans d'autres pays. Et c'était finalement un bon point pour les acteurs français d'avoir pris une avance de ce point de vue-là. Je vous redonne la parole à tous les trois dans un petit instant. On reprend donc, Ahmed, le déroulé des slides, si vous le voulez bien, avec les grandes étapes. Voilà, justement, depuis 2017, donc depuis l'année passée, de ce projet CPS. Et ce dont parlait Jean-Baptiste à l'instant, c'est vrai que la France a fait partie des pays initiateurs, des pays, on va dire, moteurs dans ces projets. Absolument, parce qu'initialement, on a travaillé une année entre Français avec la DGE pour établir une feuille de route nationale qui a été remise à Monsieur le ministre Bruno Le Maire. Et depuis, donc, on a été ouvrir le projet à l'échelle européenne. Et donc là, aujourd'hui, on est à la phase quasi finale et la décision définitive est le 23 janvier. Et je suis très confiant que ça aboutisse. On revient donc au côté aussi très pratique pour les différents industriels. C'est quoi, et c'est la slide d'après, les principaux apports à la fois pour les PME, les ETI et les grands groupes, que ce soit bien sûr en France ou dans d'autres pays européens? Ce qui est important, ce projet est parti d'un besoin des grands groupes qui voulaient assurer leur approvisionnement, sécuriser la souveraineté de l'approvisionnement et c'est ainsi que le travail a démarré au début avec les grands groupes ici présents. Donc, à l'époque, il y avait Safran aussi avec nous. Et donc, suite à un premier travail, donc, les grands groupes ont choisi un certain nombre de PME qui pourraient les aider, auxquels ils aimeraient faire confiance. Donc, et c'est ça qui a construit ce que j'appellerais, moi, une filière CPS française. Et aujourd'hui, donc, cette filière est en train de travailler pour construire la R&D, à la fois renforcer les petits pour mieux servir les grands. Et donc, au-delà des grands groupes et des petites et moyennes entreprises, vous le dites aussi, c'est tout un écosystème qu'il faut arriver à mobiliser. C'est la slide d'après. Ça veut dire de mobiliser peut-être les laboratoires de recherche aussi, les associations, bien sûr, type Embedded. C'est vraiment important, cette mobilisation, j'ai envie de dire, générale pour ce même objectif. Évidemment, parce que, comme ça a été dit avant, donc, les développements dans le cadre S3P, c'est
personne ne dispose de toutes les technologies nécessaires et donc il faut cette coopération, il faut constituer cette filière, renforcer les tout petits, en fait, comme ça a été fait par Estroapé quand ils ont commencé ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec des entités toutes petites, Chronosafe par exemple, qui est maintenant un peu plus établie sur la place. Merci, je vais vous laisser reprendre votre place si vous le voulez bien. Et en vous remerciant donc encore une fois d'avoir repris au pied levé les slides préparés par Jean-René Le Quépet. C'était pas simple, mais donc voilà, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Christian Pichon. Un mot qui a été dit il y a quelques instants, une expression, c'est la souveraineté. Ça fait partie aussi des sujets importants. Il y a beaucoup d'enjeux, donc on est là pour parler des enjeux à la fois économiques, sociétaux, technologiques, mais ça fait partie aussi, cette notion de souveraineté nationale, des enjeux qui sont au cœur des CPS, en tout cas votre opinion. Je précise que vous êtes en charge de la stratégie technique et de l'innovation au sein de l'activité transport dans le groupe Thales. Oui, donc je dirais qu'il y a deux grands enjeux pour les systèmes de transport. Donc il y a déjà des enjeux, on va dire, marchés et sociétaux. Bon, il est clair qu'il y a des augmentations en termes de besoins liés au transport public qui sont très très importants et qui sont liés d'abord à l'évolution des populations, un déplacement des campagnes vers les villes. Donc d'ici 2050, 70% des populations vivront dans les villes. Donc ça veut dire qu'il y a une grande pression pour développer ces capacités de transport public. Alors bien sûr, ça peut se faire par un investissement, mais souvent on crée une nouvelle ligne de métro, par exemple. Ça représente plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards d'euros pour les plus étendus. Mais donc l'enjeu est aussi par rapport aux systèmes existants, comment améliorer leur disponibilité et leur capacité. Et dans ce cadre, les systèmes CPS, donc dans le développement de l'automatisation et le développement de l'autonomie, vont répondre à ces besoins. Donc typiquement, c'est par exemple permettre de faire circuler plus de trains sur une infrastructure donnée. Donc c'est avoir un meilleur retour sur investissement sur l'utilisation de cette infrastructure. Et ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec un conducteur, on peut le faire avec des systèmes automatisés qui vont minimiser, par exemple, l'espacement entre les trains. Donc seuls les systèmes automatisés et autonomes peuvent le faire. Et donc là, c'est les enjeux auxquels peuvent répondre les CPS. Après, je dirais d'un point de vue plus, on va dire, technique et technologique, il est clair que derrière les systèmes autonomes, il y a des grands enjeux autour de l'intégration, par exemple, de l'intelligence artificielle, autour de la certification et de la qualification. Donc ce sont des éléments qu'il faut pouvoir maîtriser pour, je dirais, rester sur le marché et donc réaffirmer la place, on va dire, des industriels français. Donc c'est un sujet effectivement très, très critique qu'on retrouve dans les systèmes ferroviaires, qu'on retrouve dans l'automobile et dans d'autres systèmes. Donc quelque part, il faut effectivement avoir cette masse critique, je dirais, au niveau du pays, au niveau de la France. Et ce n'est pas simplement une question d'industriels, c'est aussi une question autour des opérateurs, donc les opérateurs ferroviaires, par exemple, liés à l'automatisation et liés à l'autonomie, ils vont devoir faire évoluer aussi les façons dont ils opèrent leur système. L'autre enjeu, c'est aussi intégrer les organismes de certification. C'est-à-dire qu'on parle d'autonomie, qu'on parle d'automatisation, ça a un impact fort sur la façon dont on certifie nos systèmes. Donc ça a un impact fort sur les organismes de régulation, en fait. Et la réponse, elle est française. Là, vous me parlez des industriels français. Ou est-ce que, comme le suggérait il y a quelques instants Jean-Baptiste, la réponse, elle doit être aussi européenne? Elle est sur les deux échelons? Oui, je dirais les mêmes mondiales. Donc, au niveau européen, donc dans le domaine ferroviaire, il y a un certain nombre, je dirais, d'initiatives, et une initiative qui s'appelle Shift to Rail, donc justement qui prépare l'évolution des systèmes ferroviaires dans les 5 prochaines années, en fait. Et donc, ils vont permettre effectivement d'investir sur ces systèmes du futur. Et donc là, on retrouve les principaux industriels français, européens, ainsi que les opérateurs. En fait. On a rattrapé les slides que vous aviez voilà. fait parce que j'ai un peu modifié l'ordre et je m'en excuse auprès de ceux qui gèrent les slides. Voilà. Est-ce que vous voulez vous raccrocher à certaines slides et nous apporter quelques informations complémentaires? En gros, le premier slide, ça reprend un petit peu le sens de votre question sur les enjeux. Donc, j'en ai cité quelques-uns, par exemple, sur les enjeux autour de l'urbanisation, et donc qui créent ce besoin donc, dans l'évolution des systèmes de transport et donc leur meilleure disponibilité. L'autre enjeu, ce sont les enjeux environnementaux, c'est-à-dire ce que cherchent à faire les villes et les régions, quelque part, c'est diminuer l'empreinte carbone liée à l'usage des transports.
Donc ça veut dire aussi pour un système de transport public avoir, je dirais, une meilleure réponse aux besoins individuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un système de transport répond, je dirais, à un plan qui est relativement statique. C'est-à-dire on établit des tables horaires et les trains suivent ces tables horaires. Par contre, il y a assez peu d'interaction avec, on va dire, les usagers finaux et le besoin, on dirait, entre guillemets, temps réel avec les utilisateurs. Donc l'enjeu pour un système lié à ces enjeux sociétaux, c'est mieux répondre aux besoins donc, des usagers finaux. Et donc le fait que les usagers finaux interagissent de plus en plus avec les systèmes de transport au travers d'outils ad hoc, smartphones, etc., donc permet aussi à ces systèmes de mieux interagir et donc de mieux répondre à la demande finale. En fait. Et ces nouvelles informations dont on dispose quand on est un usager, métro, bus, train, voilà, c'est vraiment lié à l'apparition des CPS et de ces technologies qui ont permis cette meilleure interaction. Alors, je dirais, il y a deux niveaux. Donc, il y a le niveau, bien sûr, embarqué. Donc, là, c'est ce que je disais, donc, au niveau de l'autonomie et de l'automatisation des trains. Mais il y a une autre dimension qui est importante, c'est dans les systèmes d'exploitation, donc ceux qui vont finalement indiquer quelles sont les missions des différents trains. Donc, ça veut dire aussi le train par lui-même doit adapter effectivement son mouvement. Doit être relativement autonome dans son mouvement, mais aussi le système opérationnel et d'exploitation doit pouvoir aussi s'adapter. Donc c'est à la fois un enjeu sur les systèmes embarqués CPS et aussi leur lien avec les systèmes donc, opérationnels donc, de gestion de mission en fait. Je vous redonne la parole, Jean-Baptiste Burtcher. Vous avez un micro juste là devant vous. Voilà. Alors, ce véhicule autonome, on en parle beaucoup. Je revoyais d'ailleurs une interview chez nous à BFM Business de Jacques Cachenbrois qui datait du mois de septembre. Il répondait à Edwige Chevrillon. Elle lui disait le véhicule autonome pour les particuliers dans une dizaine d'années. Est-ce que vous nous confirmez ou est-ce que c'est encore beaucoup plus lointain ou beaucoup plus proche? Alors, il va m'être difficile de contredire notre président directeur général, je pense. On est entre nous. On est entre nous, Jean-Baptiste. Mais non, effectivement, absolument, le véhicule, la transition vers le véhicule totalement autonome et connecté, ça peut paraître comme un objectif assez lointain et naturellement, aujourd'hui, on n'est pas encore dans des niveaux d'autonomie complets qu'on appelle de niveau d'autonomie niveau 5. On est vraiment au pont entre les niveaux 3 et 4. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que la réponse de notre président directeur général peut surprendre quelqu'un qui n'est pas habitué au secteur automobile. Mais un niveau d'autonomie 3 et 4 offre des niveaux d'autonomie très importants pour un véhicule. Le véhicule prend le contrôle sur un ensemble de manœuvres aujourd'hui. Et effectivement, il y a différentes approches d'analyse sur ce sujet. Je pense que l'intervention de Thales est assez intéressante dans la complémentarité avec l'automobile. On est confronté à ces enjeux qu'on identifie un peu de manière similaire, environnementaux, la mobilité urbaine, qui va devenir de plus en plus importante avec l'explosion de l'urbanisation, pas seulement en Europe, c'est déjà bien entamé, mais notamment dans les pays émergents. Et effectivement, il va falloir repenser le mode d'organisation des transports, également l'intermodalité entre les différents modes de transport, que ce soit les transports publics, le transport automobile. Et derrière tout ça, techniquement, c'est véritablement les CPS qui sont l'enjeu. Le fait d'avoir, on peut considérer le CPS plus simplement à l'échelle d'un système embarqué qui est intelligent et connecté, mais véritablement à un niveau plus système, c'est-à-dire le véhicule qui lui aussi est un CPS en lui-même, puisqu'il a des données qui lui remontent de différents niveaux, que ce soit par ses capteurs, comme c'est effectivement l'approche traditionnelle chez Valeo et ce qui fait aujourd'hui notre force, d'avoir une maîtrise sur l'ensemble des capteurs, des caméras qui permettent aux véhicules d'avoir ces niveaux d'autonomie qu'on connaît aujourd'hui. Il y a aussi toutes les données qui viennent de l'infrastructure et qui sont relayées par la connectivité, des données de cartographie qui vont venir. Cet ensemble de masse de données, il va falloir que le véhicule soit capable de la traiter, d'où l'importance d'avoir des systèmes avec une intelligence qui est distribuée aussi, parce que tout le signal, par exemple, je donne un exemple un peu plus précis, tout signal qui va remonter, ne serait-ce par exemple que d'un capteur,
il n'est pas forcément pertinent pour parler en termes non scientifiques. Donc il va falloir, dans cette masse de données, être capable aussi de traiter de manière plus importante, de manière distribuée la donnée pour faire remonter la donnée pertinente et permettre au système, au véhicule à ce moment-là, de prendre des décisions de conduite et d'être capable d'intégrer en fait cette masse de données quand on imagine que la mobilité autonome va plus simplement être en ville où on va avoir une infrastructure ou une connectivité 5G ou Wi-Fi qui va lui permettre d'avoir d'autres données extérieures qui vont lui permettre d'alimenter sa prise de décision, mais aussi à la campagne où le véhicule va être, avec des couvertures par exemple Wi-Fi ou 5G inexistantes, être obligé de prendre l'ensemble des décisions dans des niveaux d'autonomie complète par lui-même, et donc savoir gérer et agglomérer ces ensembles de données qui viennent. Et la donnée, donc si je vous entends bien, mais c'est ce que nous disent tous ceux qui passent à ces tables rondes d'ailleurs, c'est plus important de faire de la qualité que de la quantité. C'est pas de la donnée pour de la donnée, en avoir des masses. Il faut déjà bien la cibler sur sa source et ensuite sur son exploitation. Absolument. Absolument, et c'est d'ailleurs l'enjeu aujourd'hui sur l'échange de la donnée, qui est une discussion au sein du secteur automobile, mais je dirais dans d'autres secteurs. Avoir des grandes masses de données, c'est effectivement c'est plus vraiment l'enjeu aujourd'hui. C'est véritablement d'avoir la bonne donnée et pour cela de savoir échanger entre les différents acteurs avec forcément les frictions et les tensions qui peuvent exister entre les différents secteurs, entre qui est propriétaire de la donnée, quelles données on échange, comment on monétise aussi cette donnée que l'on échange, ou même vous simplement comme particulier, la donnée vous appartient-elle. Donc c'est un grand débat qui est aujourd'hui dans le secteur automobile et qui retombe complètement sur le sujet des CPS, puisque c'est véritablement savoir les intégrer avec les différentes, je dirais, données qui peuvent être circonscrites. Vous parlez de l'exemple des données, c'est un bon exemple sur le sujet des CPS. Si vous considérez qu'un certain nombre de données ne sont pas accessibles, par exemple pour le véhicule, parce qu'elles appartiennent à d'autres, parce qu'elles ne sont pas encore échangées, parce qu'elles ne sont pas modélisables ou trop chères, ou ainsi de suite, il faut bien que le système soit capable d'interagir autrement et d'utiliser d'autres sources de données, et donc d'être capable en temps réel d'évoluer dans sa prise de décision. Donc véritablement, sur un sujet assez juridique, économique que vous portez là, l'enjeu technique derrière est véritablement celui d'un système intelligent connecté, un CPS. Quand on s'est téléphoné hier, je vous ai dit que le journaliste aimait beaucoup les transitions. Vous m'aviez promis d'en faire une vers le secteur du transport de l'énergie. Alors comment est-ce qu'on introduit Lucas Salutjean? Non mais absolument. Moi je trouve que mais c'est d'ailleurs toute la force du projet CPS qui est en train d'être construit. Moi je trouve que c'est ça qui est très intéressant, c'est ces synergies et ces ponts qui se créent entre les secteurs. On en discutait beaucoup avec Lucas pendant la préparation de ce projet qui est, comme indiqué Ahmed, en cours de validation finale. Je dirais à plusieurs niveaux chez nous, la dimension gestion de l'énergie, véhicule électrique est le sujet émergent. Et je rappelle quand même que Valeo effectivement est un grand acteur de l'électrification en France. On dispose aujourd'hui de plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui est lié à des produits qui contribuent à la réduction des émissions de CO2, donc à l'électrification. Alors c'est assez marrant d'ailleurs en termes de termes qu'on utilise, parce que dans l'automobile on parle d'électrification au sens où aller vers la réduction des émissions de CO2, et puis quand on parle d'électrification dans le monde énergétique, on ne parle pas vraiment de la même chose non plus, mais donc quand on parle d'électrification dans le secteur automobile, c'est véritablement de dire ce sont des solutions qui contribuent à la réduction des émissions de CO2. Et alors il y a plusieurs échelles. Une première échelle simple, c'est en termes de données qui sont disponibles de conduite, de profil de conduite par les usagers d'un véhicule, et les types de propulsion, les modes de propulsion que vous associez. Les CPS sont un enjeu. Et effectivement, le lien avec l'infrastructure de charge peut être une question. Et je pense que là, Lucas peut vous donner plus d'éléments aujourd'hui sur comment ça évolue. Prenez le micro. Je précise que vous êtes directeur de programme R&D chez RTE, donc notre champion français du transport de l'énergie. Vous êtes en charge du programme fonctionnement et exploitation du système électrique. Alors, on va rapidement passer sur quelques chiffres clés pour bien rappeler ce qu'est RTE, rappeler aussi très rapidement ce qu'est l'évolution électrique, mais surtout, c'est le cœur de cette table ronde, les enjeux et les implications des CPS dans votre secteur. Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait quelques slides effectivement introductifs sur RTE, parce que c'est une entreprise jeune, en tout cas sous ce nom-là, qui est le réseau de transport d'électricité. Et c'est vrai que je vais essayer d'être plus clair qu'avec ma femme et mes enfants qui pensent que je travaille encore à EDF. Mais en gros, le transporteur d'électricité, c'est bien les 100 000 km de lignes qui permettent d'acheminer la production qui est aujourd'hui encore très centralisée, hein, c'est-à-dire la production nucléaire typiquement, vers les centres de consommation. Donc,
RTE doit assurer en temps réel, à chaque seconde, on va dire, l'équilibre entre la production et la consommation et gérer le réseau de manière performante et à moindre coût. Donc, mais voilà, c'est l'équivalent de la différence entre SNCF et Réseau France. Voilà, voilà. C'est la même chose. Ceux qui fournissent, ceux qui transportent. Exactement. Alors, quelques chiffres clés sur RTE. Bon, quelques chiffres clés, donc je pense que c'est sur les slides, les slides suivantes. Sur nos clients, alors on retrouve les grands consommateurs, hein, Aciéry et so on, les producteurs d'électricité, bien sûr, ce qu'on appelle aussi les responsables d'équilibre, hein, donc ils peuvent être producteurs ou négociants, hein, traders, et bien entendu les distributeurs, dont Enedis, hein, qui s'occupent des infras et qui gèrent les infras du 20 000 volts jusqu'à la prise de courant qui arrive chez vous. Ou ça peut être des organismes aussi indépendants de Enedis. Donc voilà, donc c'est 100 000 km de ligne, 2500 postes, 2700 postes, et à peu près 8500 employés et une R&D d'environ 150 personnes. Et le système électrique, vous le dites aussi dans une des slides, je crois, il est en pleine évolution et continue à être en pleine évolution. Donc on peut peut-être aller à cette slide, effectivement. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans l'architecture de contrôle et de pilotage du système électrique, c'est que c'est très centralisé. Alors c'est historique, hein, on avait la production, le transport, on distribuait, et on avait le consommateur passif, nous, entre autres. Et donc on avait une structuration et un pilotage qui se faisait au travers d'un dispatching national, hein, tout en haut, qui avait une vue globale, on va dire, sur le réseau France et qui savait gérer des problèmes de congestion, donc c'est-à-dire de surcharge des lignes. Alors à la maison, on a un disjoncteur qui ouvre tout de suite, mais en fait, on a une certaine inertie sur la ligne, donc on peut gérer de manière intelligente ces problématiques-là et toutes sortes d'autres problématiques. Tension, transitoire, stabilité, transitoire, etc. Donc, très hiérarchique, très centralisé. Donc, demain, un certain nombre d'inducteurs viennent perturber finalement cette structuration centralisée. Alors, je pense que c'est sur la slide suivante, évolution du système électrique. Donc, c'est la transition énergétique. Donc, je vais rappeler quelques chose que vous connaissez très sûrement. Donc l'arrivée massive de production intermittente et diffuse. Donc ça veut dire plus de variabilité sur le système, plus d'incertitude sur le système. Donc pour la prise de décision, ça devient plus complexe, surtout pour un opérateur agissant au dispatching national. Une question aussi physique, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer la physique des systèmes. Hein. Aujourd'hui ou hier, la physique des systèmes, c'est les grandes masses tournantes, des alternateurs, des centrales. Demain, on va passer à de l'électronique de puissance. Et ça, c'est une propriété, alors qu'on a du mal des fois à expliquer, mais finalement, ces machines tournantes, ça procure une certaine inertie au système. Ça a des propriétés, on va dire, stabilisatrices, hein, pour le système, et c'est très important en cas de survenance d'un défaut proche d'une centrale. Et voilà. Et demain, on va passer à l'électronique de puissance, et quand un défaut survient, ce qui peut arriver, c'est que les composants de la base électronique de puissance crament directement. Donc ça demande à revisiter un peu toute la physique et tous les services systèmes qui sont offerts par le réseau électrique. Et de revisiter tout cela, donc toutes les évolutions dont vous nous faites part, on en vient donc aux implications et aux enjeux des CPS dans cette transformation. Voilà, donc je vais y arriver, mais je tiens à mentionner quand même un dernier bullet point, ou deux en tout cas, c'est que le nombre d'acteurs agissant sur le système va croissant. Alors il y a une réappropriation de la question énergétique aussi par les citoyens, par les régions, par les communes. Une multiplication aussi d'acteurs technologiques. Aujourd'hui, on parle de blockchain et d'échanges en peer-to-peer sur le secteur de l'énergie. Donc on multiplie le nombre d'acteurs. On va vers de la décroissance d'inertie et donc des dynamiques bien plus rapides. Et tout ça vient complexifier le système. Et tout à l'heure, j'entendais, je pense, la personne de Schneider dire moins de CAPEX, plus d'OPEX. Oui, ouais. C'est ça. La construction de grands ouvrages, sachant qu'en plus, dans le bilan prévisionnel que rend RTE au ministère, on est sur des scénarios aussi de stagnation, voire de décroissance de la consommation. Donc, la justification de grands ouvrages de transport, même si Jean Nouvel avait dit que ça révélait les paysages, voilà, tout ça vient nous challenger et la proposition et les CPS, et nous, on s'est voilà, intégré dans le projet CPS, on s'est positionné là-dedans parce qu'on pense qu'il faut pousser vers plus de contrôle distribué sur notre système. Donc plus de contrôle distribué, plus autonome, pour régler des questions. Alors si je dois donner une image typiquement sur des problèmes d'évacuation de production ONR, quand il y a des grands coups de vent, puisqu'on ne peut pas faire de CAPEX, on ne va pas créer des lignes. Pour chaque coup de vent,
qui se produit sur la zone, on va avoir des problèmes de surcharge sur les lignes. Et pour résoudre ces problèmes de surcharge, on va essayer de mettre de l'intelligence au plus proche de cette zone, qui va agir de manière autonome, avec évidemment une nécessité d'avoir de l'observabilité sur la zone, donc des sensors qui vont remonter de nombreuses données, et faire travailler des contrôles. Alors, on peut mettre de l'IA, on peut mettre de l'optimisation, on peut mettre des contrôles en boucle fermée dans cette intelligence, et c'est elle qui va gérer de manière automatique, finalement, la problématique de congestion sur la zone, et ce, de manière autonome vis-à-vis du dispatching national. Et donc, le reste de la zone sera vu comme une perturbation, et ça, on le sait gérer grâce à des programmes voilà, de type contrôle en boucle fermée. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que on ne peut pas complètement enlever cette dimension un peu hiérarchique. Donc c'est pour ça qu'on parle de nouvelle architecture à la fois distribuée mais hiérarchique, c'est-à-dire que ce dispatching national va avoir quand même un rôle de vue sur l'ensemble du système pour s'assurer que finalement tous ces contrôles autonomes agissent bien dans la direction de l'optimisation globale du système. Et pour ça, le niveau hiérarchique et le dispatching national va préconfigurer finalement les automates qui seront ces automates distribués sur le système. Donc la partie CPS, système cyberphysique, on est bien sur ces systèmes distribués et autonomes avec de l'intelligence, des capteurs d'informations. Il est inutile effectivement de faire remonter toute l'information à un dispatching national, surtout avec des dynamiques qui vont être plus rapides, et on va peut-être échantillonner à des hauteurs de 20 millisecondes. Ce qui sont, voilà. Donc on n'imagine pas faire remonter sur nos réseaux télécoms l'ensemble de l'information pour être traitée dans un dispatching national, même avec de l'intelligence artificielle. Voilà. Et cette coordination, finalement, il y a à la fois l'aspect système cyberphysique, mais il y a aussi l'aspect système de système qu'on pousse au travers aussi du projet CPS. On est bien dans la coordination de systèmes autonomes. Donc c'est des systèmes de systèmes cyberphysiques. Voilà. J'aimerais, il nous reste 5-6 minutes pour finir cette table ronde, qu'on aille un peu sur les enjeux industriels. On a beaucoup parlé donc des implications que ça a dans vos grands groupes. Vous représentez trois grands groupes, mais il y a aussi tout un environnement, il y a aussi des PME, il y a des ETI. Je vous donne la parole à Christian Pichon. Les enjeux industriels, alors donc pour les grands groupes, on l'a compris, mais pour tout l'environnement des autres industries, des autres entreprises, est-ce que les CPS, et tels qu'on les définit là depuis quelques minutes, vont avoir des conséquences positives, on l'espère, sur nos industries? Oui, mais globalement, et si je comprends votre question aussi orientée sur la partie SMI, oui. Il est clair que sur la réalisation de ces systèmes, sur un certain nombre de fonctions, un certain nombre de SMI sont bien positionnés. On travaille avec un certain nombre d'entre elles. Donc, par exemple, sur l'analyse vidéo. Et donc, dans un certain nombre de cas, effectivement, on peut faire appel à des startups qui fournissent une certaine agilité, qui vont pouvoir être intégrées dans nos systèmes, en fait. Et vous dites, je donne la parole à Jean-Baptiste Purcharge qui est juste à côté de vous, voilà, qu'on a, c'est vrai, des filières d'excellence. On parle souvent de notre branche calcul, embarqué, IA, etc. Mais c'est important aussi d'impliquer et de motiver tout un système industriel, tout un système d'entreprise, de les embarquer, si je puis dire, dans ces nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'est plus dans le temps où un grand groupe innove tout seul. C'est clairement plus le cas. On parle d'open innovation, d'innovation ouverte. Et il y a différents leviers aujourd'hui, je pense, pour un grand groupe. Et ça impacte directement l'écosystème autour d'innover. Il y a effectivement l'innovation ouverte, il y a l'intégration de start-up par différents outils. Il y a la recherche collaborative qu'on mentionne ici avec le fait d'avoir, je dirais, si je peux me permettre cette transformation de l'expression, la main visible de l'État qui aide un peu et qui accompagne cette structuration d'écosystème. À l'inverse de la main invisible d'Adam Smith. Voilà, qui permet de soutenir un peu cet écosystème et d'entraîner ces acteurs. Et tous ces leviers, je pense, stimulent l'ensemble des acteurs qui contribuent à ça. Et le fait d'avoir des projets, c'est ça qui est important, des projets qui intègrent l'ensemble de la chaîne, les briques de calcul, le logiciel, les sujets d'architecture, et bien sûr le cas d'usage derrière, parce qu'on n'innove pas juste pour innover.
c'est absolument important et c'est ça qui va permettre d'emmener tout le monde dans la même direction et d'avoir des spécifications de besoins qui sont descendantes et qui permettent d'aligner en fait les différentes expertises et les atouts nationaux qu'on a. Et dans le sujet CPS, effectivement, c'est aussi l'exemple de l'automobile, ce qu'on essaye de faire. On a effectivement une grande spécification des besoins qui est faite sur le véhicule niveau 4 et 5, et puis on a des acteurs qui vont apporter des éléments sur le calcul, des éléments sur la localisation précise, des éléments sur la connectivité. Donc voilà, et ça va permettre de faire un projet complet et de sortir des produits qui vont être mis sur le marché rapidement avec des marchés conséquents derrière. Et dans ces objectifs-là, donc l'implication des pouvoirs publics, dont votre réponse sera forcément un peu biaisée, on est ici au cœur de Bercy, au cœur de la décision politique économique, elle est suffisante à votre avis? Elle est motivante? Elle insuffle assez à toute cette filière? Je dirais, c'est pas un oui franc. Hein. Non, mais ce qui est important, je pense que ce qui est important, c'est dans une situation aujourd'hui où on le sait tous, il y a une tension sur les finances publiques, et je pense en tant qu'industriel, on comprend cette contrainte. On est porté par des dynamiques de marché. L'échelon européen, je pense, fait aujourd'hui sens, et c'est ce qui va permettre aux acteurs français à la fois d'être dans des collaborations européennes. Au-delà de la question de financement, certes, ça permet de mutualiser les financements français et européens. C'est très important, je pense, pour permettre aux acteurs français d'avoir des niveaux de financement qui soutiennent l'innovation. Et au-delà de ça, bien sûr, c'est la collaboration avec d'autres acteurs, d'autres expertises, d'autres forces qui viennent d'autres pays européens. Pour répondre à votre question, je pense que l'enjeu derrière le niveau de financement ou les soutiens des pouvoirs publics, c'est véritablement d'avoir une dimension européenne de recherche et de soutien à la recherche française et européenne. Et je précise qu'on reparlera avec Guillaume de Vaucher, le vice-président de Valeo. Cet après-midi sera un de nos invités. Le mot de la fin, avant quelques questions de la salle éventuellement. Avec vous, donc Ahmed Geraya, je vous donne un micro également. Voilà, le CEA, donc on le sait aussi, est fait partie prenante et plus que prenante du projet CPS en France. Qu'est-ce que vous inspire tous les échanges que nous avons eus? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est bien parti? Je pense que la grande réalisation du projet CPS au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir pu fédérer un certain nombre de secteurs industriels qui travaillaient en silo, qui faisaient leurs recherches. Chacun avait ses sous-traitants, chacun avait ses composants, ses modules. Et aujourd'hui, ces industriels sont en train de discuter ensemble pour définir des modules communs qui vont être utilisés dans différents secteurs de l'économie. Et ça, je pense que c'est une réalisation importante. Avant que le projet commence, on a pu identifier des fournisseurs de technologies communs, des modules communs comme ce calcul, comme certains capteurs, systèmes de capteurs et pour la communication. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi un bon pas vers la construction de cette filière pour avoir des modules CPS qui peuvent être partagés entre plusieurs secteurs de l'économie. On va terminer sur cette note optimiste. Alors, je me tourne quand même vers la salle pour savoir s'il y a des questions ou des précisions ou des commentaires par rapport à tout ce qui a été dit lors de cette table ronde. Je regarde, j'ai quelques lumières, mais je ne vois pas de bras se lever. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui se précise? Alors, si on n'a pas, ben écoutez, si. Pardon, monsieur, je ne voyais pas, voilà. Alors, vous pouvez brancher votre micro. Présentez-vous et dites-nous quelle est votre question, s'il vous plaît. Oui, Eric Coin, ingénieur système. Dans le cadre du CPS, est-ce qu'il est prévu de gérer, par exemple, le quota de CO2? Est-ce que c'est des enjeux qui peuvent être pris en compte dans votre domaine? Qui veut répondre? Jean-Baptiste ou Ahmed? Je vais laisser... ou Christian. Ouais, je peux répondre. Donc, au niveau transport ferroviaire, il est clair que l'impact, je dirais, CO2 et plus globalement en termes de consommation d'énergie est très important. Enfin, pour des grands opérateurs ferroviaires, ça représente un coût à peu près d'1 milliard d'euros par an. Et quelque part, l'évolution de nos systèmes, donc au travers des CPS, c'est justement donc réduire cet impact CO2. Et donc typiquement, par exemple, c'est fournir aux conducteurs des courbes de vitesse optimisées pour réduire l'impact en termes de consommation d'énergie et CO2. Donc ça, c'est le premier axe système. Le deuxième axe système aussi que je mentionnais un petit peu en introduction tout à l'heure, c'est mieux répondre quelque part à la demande de l'utilisateur final. Donc c'est
quelque part, quand on envoie un train dans une infrastructure, il faut le faire de façon à ce que ça corresponde le mieux possible, je dirais, aux besoins et donc au nombre d'utilisateurs potentiels que va véhiculer ce train. Donc c'est aussi des enjeux en termes d'adaptation de l'offre par rapport à la demande. Donc on couvre ces aspects d'empreinte carbone et de consommation d'énergie au travers de ces deux approches, à la fois sur l'embarqué et sur le système de régulation en fait. Un complément de réponse en un mot très rapidement de votre part, Jean-Baptiste. Vous parliez du souci de Valeo de réduire au maximum l'empreinte carbone. Absolument. Dans ce projet dont on parle spécifiquement maintenant, on est plutôt sur la partie véhicules autonomes et connectés, mais absolument, le sujet des CPS est intimement lié dans l'automobile aussi au sujet de la réduction des émissions de CO2. Et c'est un des ponts qu'on peut faire avec Lucas et RTE. C'est tout l'enjeu qui va venir du véhicule to grid, c'est-à-dire que le fait que pour alimenter ou compenser des besoins d'énergie donnés à certains endroits, c'est l'énergie stockée de la batterie ou en surplus dans la batterie du véhicule qui, quand il va se connecter au réseau électrique, va pouvoir apporter compenser ce besoin d'énergie. Et pour ça, effectivement, on n'imagine pas que vous ayez votre information sur votre téléphone portable par SMS en vous disant « connectez-vous rue numéro 35 ». Tout ça sera autonome, clairement. Donc avec des systèmes connectés, avec un véhicule qui va optimiser votre temps de transport en sachant que vous allez vous arrêter à tel endroit dans 1 heure et que du coup, il va y avoir un besoin d'énergie parce qu'on aura anticipé les données météorologiques et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir effectivement compenser cette demande à ce moment-là. Donc absolument, il y a un sujet CO2 qui n'est pas maintenant, mais qui va venir dans les années à venir. Merci. Une toute dernière question, Jean-Luc. Oui, une question rapide, la réponse peut-être un peu moins. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'en France, on apparaisse en retard par rapport à l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, sur cette question-là? Qui veut répondre? Je vois un dubitatif. Jean-Baptiste, vous reprenez le micro éventuellement, Lucas? Je pense qu'Ahmed peut nous donner aussi une lecture, notamment sur ce qui était fait en Allemagne, parce qu'on en avait beaucoup discuté avec le rapport Acatech qui avait été fait par un grand institut de recherche allemand sur la dynamique CPS. Je dirais qu'il y a une dimension scientifique, et c'est peut-être Ahmed qui peut plus donner des éléments sur ça, c'est comment la littérature scientifique en France a abordé le sujet des CPS. Puis après, je dirais, il y a aussi en France, c'est un peu le travail qui nous a été demandé par la DGE et avec laquelle on a travaillé sur ces sujets, c'est comment on peut aligner les outils de politique publique entre effectivement un soutien sur la partie matérielle qui est assez historique en France et tous les acteurs du logiciel et les autres acteurs du système pour aligner ces politiques publiques avec des grandes thématiques qui ont émergé comme l'IA ou l'IoT et le fait aujourd'hui de savoir coupler les différentes politiques publiques. C'est un peu l'ambition de l'État. Je ne vais pas m'avancer sur ce sujet parce que c'est pas mon rôle, mais je veux dire, on a travaillé sur ce sujet-là, et d'être capable de faire en sorte que les différents outils de soutien puissent faire converger l'ensemble de l'écosystème. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, l'enjeu sur les CPS. Et je dirais, c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a eu ce temps de préparation. Un dernier mot, donc, Ahmed Jiraya. Oui, en fait, le besoin de CPS est apparu initialement très clair dans l'industrie manufacturière et l'Allemagne est beaucoup plus industrialisée que nous et c'est pour ça que l'Allemagne a été beaucoup plus en avance. Mais aujourd'hui, on voit que les CPS sont dans tous les secteurs et là, on est en train d'arriver. Je pense, on avait un petit retard au démarrage, mais on n'est pas si mal placé que ça. Et l'industrie française est en plein renouveau. Elle a recréé des emplois en 2017 et je crois que les chiffres 2018 se profilent sur la même tendance. Donc c'est une inversion depuis une vingtaine d'années, donc ça compte. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette participation. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.